Voici une petite vidéo qui va être concerner donc les principales fonctions de type financière sur Excel ici. Bon, j'ai un Excel allégé, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous voulez plus, bon, il faut aller sur voilà, Microsoft 365. Vous aurez bon, un Excel plus adapté et plus récent qui va, voilà. Mais ici, bon, j'ai un ancien, enfin, un Excel allégé. Je dirais même que cet Excel allégé est ancien. Mais malgré tout, je vais voir ici les fonctions financières. En gros, comment je veux dire, enfin, à quoi elles servent. Pas l'usage, parce que bon, je ne vais pas utiliser toutes les fonctions financières, vous les montrer. Voilà, mais montrer en gros à quoi elles servent. C'est juste ça. C'est une vidéo qui va regarder à quoi servent Quand on sait comment à quoi elles servent, ben, on peut regarder comment elles fonctionnent. Mais d'abord, avant tout, il faut savoir à quoi elles servent. Pourquoi la fonction a été créée. Et puis, bon, à un moment donné, il faut savoir l'utiliser. C'est comment l'utilise-t-on. Donc, il y a le pourquoi et le comment. Ici, moi, je vais m'intéresser plus au pourquoi qu'au comment. Parce que, bon, il y a quand même une panoplie de fonctions. Je ne vais pas je vais pas les montrer une par une. Ce que je peux faire, c'est vous montrer l'aide correspondante et voilà comment elle s'utilise. Mais bon, il y a tellement de fonctions. Enfin, quand je dis tellement, il n'y en a pas tellement des masses. Mais voilà, je vais les voir. Insertion. Elles sont dans formule. Voilà, vous avez un onglet formule. Et là, vous avez toute une panoplie de fonctions qui sont disposées par thème. Et vous devez aller chercher financier. Voilà, financier. Alors, la première qu'on voit, c'est amort d'aigre C. Alors, amort d'aigre C, en fait, elle renvoie l'amortissement correspondant à chaque période comptable. Renvoie l'amortissement linéaire proportionnel d'un bien pour chaque période comptable. Donc elle renvoie, si vous voulez, l'amortissement, si c'est un amortissement linéaire, correspondant à chaque période comptable. Donc correspondant à chaque période comptable, c'est proportionnel d'un bien, bien sûr, pour chaque période comptable. Bon, ça c'est la première. Bon, alors je peux, si j'ouvre OpenOffice Calc, je peux retrouver cette fonction-là. Bon, pour avoir les fonctions, vous faites insérer fonction. Là, vous cliquez et là, vous allez chercher, bien sûr, dans les catégories financières. Là, vous vous retrouvez amort d'aigre C, renvoie l'amortissement linéaire pro rata correspondant à chaque période comptable. Voilà, alors, bon, si vous voulez de l'aide, ben, voilà, ils vont vous dire bon, comment on utilise. Voilà, bon, ici, c'est pas une aide. Sur les formules, information et utilisation. Dans les formules, bon, à mon avis, voilà, il faut que je choisisse la fonction, sinon je n'aurai pas. Et maintenant, je peux taper l'aide. Et si vous faites l'aide, ouais, bah, là encore, je ne l'ai pas. Si, elle est là. Elle est là. Donc, voilà, si vous voulez l'aide, vous faites ça. Amortissement dégressif C, calcule le montant de l'amortissement pour une période comptable comme amortissement dégressif, contrairement à Amorlink, un coefficient d'amortissement indépendant de la durée d'amortissement est utilisé ici. Et alors, vous devez rentrer, ils vous disent tous quels sont les paramètres. Hein. Coût et le coût d'acquisition, date d'achat et la date d'acquisition, première période et la date de fin de première période du terme, valeur résiduelle et la valeur résiduelle de l'actif immobilisé en fin de durée d'amortissement, période et la période de terme à prendre en compte,
Le taux est le taux d'amortissement. Base est choisi dans une liste d'options et indique comment l'année doit être calculée. 0 ou vide, ça veut dire que c'est la méthode américaine NASD 12 mois à 30 jours. 1, c'est le nombre exact de jours dans le mois, nombre exact de jours dans l'année. 2, c'est le nombre exact de jours dans le mois, année de 3 à 360 jours. 3, c'est le nombre exact de jours dans le mois, année à 365 jours. 4 méthodes européennes, 12 mois à 30 jours chaque. Alors, la deuxième fonction, c'est la fonction, toujours dans les finances, c'est Amorline. Alors, ne pas confondre Amorline et Amorlink. Alors, Amorline, lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, Amorline, il calcule l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée. Bon, en finance, on a souvent des périodes. Hein. C'est fonction du temps. La gestion financière est dépendante généralement d'un facteur temps, facteur T, qui est temporel. Voilà, donné sous forme de quinzaine, de semestre, de trimestre, voilà, si c'est en l'année. Voire en année. On peut avoir en l'année ou au-delà de l'année. Voilà, et donc ici, Amorline, c'est le voici, renvoie l'amortissement linéaire prorata correspondant à chaque période comptable. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Pour Amorline, calcule l'amortissement linéaire d'un actif pour une période donnée. Le montant de l'amortissement est constant pendant la période d'amortissement. Alors, il vous donne un exemple. Hein. Ici, voilà, il vous donne un exemple. En plus, voilà, il vous donne un exemple comment on calcule ça. Bon, maintenant, il y a aussi Amorlink. Pas confondre Amorlink d'Amorlink. Amorlink, il renvoie l'amortissement linéaire complet d'un bien à la fin d'une période fiscale donnée. Ça, c'est Amorlink. Renvoie l'amortissement linéaire proportionnel d'un bien pour chaque période comptable. Alors, on retrouve l'Amorlink. Voilà. Faut que je clique dessus. Voilà. Et là, ils vous disent comment on utilise l'Amorlink. Calcule le montant de l'amortissement pour une période comptable comme amortissement linéaire. Si des immobilisations sont acquises pendant la période comptable, le montant proportionnel de l'amortissement est pris en considération. Alors, on a le coût, représente le coût d'acquisition, date d'achat et la date d'acquisition, première période et la date de fin de première période du terme, valeur résiduelle et la valeur résiduelle de l'actif immobilisé en fin de durée d'amortissement, période et la période de terme à prendre en compte, taux et le taux d'amortissement, et base est choisi dans une liste d'options et indique comment l'année doit être calculée, encore une fois, 0 ou vide, méthode américaine NASD, un nombre exact de jours dans le mois, nombre exact de jours dans l'année, 2, c'est nombre exact de jours dans le mois, année à 360 jours, 3, nombre exact de jours dans le mois, année à 365 jours, et 4, c'est la méthode européenne, c'est-à-dire 12 mois à 30 jours chaque. Voilà, ça, c'est pour le Amorlink. Donc, voilà, pas confondre Amorlink d'Amorlink. Maintenant, je vais m'intéresser à cumul inter. Cumul inter, c'est donne le cumulé, si vous voulez, des intérêts payés entre deux périodes données. Donc, le montant donne le montant cumulé des intérêts payés entre deux périodes données. On retrouve normalement cumulé inter sur, voilà, il est là, sur OpenOffice. Alors, je vais cliquer dessus. Intérêt cumulé, calcule le cumulé des intérêts payés entre deux périodes données pour un investissement de taux d'intérêt constant. Alors, calculer les intérêts cumulés, c'est-à-dire la somme des intérêts des investissements réalisés sur base d'un taux d'intérêt stable, constant. Taux, c'est définir le taux d'intérêt périodique.
NPM correspond à la période de paiement avec le nombre total de périodes. NPM peut aussi être un nombre non entier. VA représente la valeur actuelle, valeur actualisée, dans une séquence de paiement. D correspond à la première période. F correspond à la dernière période. Type est la date de paiement au début ou à la fin de chaque période. Alors, il vous donne un exemple. Alors maintenant, il y a la prochaine fonction. Financier. C'est cumul prince-père. Cumul prince-père. Donc, je vais regarder. Dans cumul, qu'est-ce qu'il y a dans cumul? Ouais. Je ne sais pas si j'ai fait cumul inter. Oui, c'est celui que je viens de faire à l'instant. Cumul prince-père. Alors, cumul prince-père, ben, ça donne le cumulé du remboursement du principal entre deux périodes données. Donc, donne le montant cumulé de remboursement du capital voilà, du principal ou du capital entre deux périodes données. Remboursement de capital entre deux périodes données. Voilà, ça c'est cumul prince-père. Allons voir sur OpenOffice. On a, oui, un cumul inter-add. Alors qu'on n'a pas sur Excel, hein, enfin sur l'ancien Excel. Hein. Je vous ai dit que j'ai un Excel allégé. Cumul inter-add, calcule les intérêts courus pour une période donnée. Alors, les fonctions dont les noms se terminent par add renvoient les mêmes résultats que les fonctions Microsoft Excel correspondantes. Pour obtenir des résultats conformes aux normes internationales, utilisez les fonctions sans underscore add. Par exemple, la fonction no-semaine, calculer le numéro de la semaine d'une date donnée, conformément à la norme internationale ISO 8601, alors que la fonction no-semaine underscore add renvoie le même numéro de semaine que Microsoft Excel. Alors, cumul inter-add, taux représente le taux d'intérêt pour chaque période, NPM représente le nombre de total de périodes de paiement, le taux et NPM doivent se référer à la même unité et tous deux doivent donc être calculés annuellement, mensuellement. VA est la valeur actuelle, D représente la première période, F représente la dernière période, type représente l'échéance d'un paiement à la fin de chaque période, type égale 0 ou au début de la période, type égale 1. Alors il vous donne un exemple. Avec un prix hypothécaire destiné à financer un achat immobilier, taux de 9% par an, travail. Et vous pouvez calculer ça. La fonction suivante, c'est date coupon presse. Date coupon presse. Alors, celui-ci calcule le nombre de jours entre la date du coupon précédent, la date de liquidation et la date de liquidation. Donc, calcule la date du coupon précédent. Calcule le nombre de jours entre la date du coupon précédent, la date de liquidation et la date de liquidation. Donc, si vous voulez, calcule la date du coupon précédent, la date de liquidation. Alors, voyons voir. OpenOffice. Date coupon presse. Il y aura date coupon précédent et suivant, bien sûr. Hein. Alors, date coupon presse aide. Voilà, le voici. Renvoie la date du coupon précédent, la date de liquidation. Donne le résultat sous forme d'une date. Date.coupon.presse. Terme échéance, fréquence, base.
terme est la date d'achat du titre. Échéance représente la date à laquelle le terme arrive à échéance. Quand est-ce qu'il expire? La fréquence est le nombre de versements d'intérêt par an, 2, 1, 2 ou 4. Base est choisi dans une liste d'options et vous commencez à comprendre ce que c'est que l'élément base. Et il vous donne un exemple. Un titre a été acquis le 25 janvier 2001. Le terme de l'échéance a été fixé au 15-11-2001. Les intérêts sont versés tous les semestres, fréquence égale 2. La base de comptage des jours est réelle sur 365. Ici, c'est des jours non pas sur 366, mais sur 365. Quelle est la date du coupon précédent l'achat? Alors, si à date presse, vous aurez compris qu'il existe date suive. Alors, là, date coupon suivant détermine la date du coupon suivant, la date de liquidation. Alors, on va voir sur OpenOffice, on a date coupon suivant. Renvoie la date du premier coupon après la date de liquidation, on donne le résultat sous la forme d'une date. Terme est la date d'achat du titre. Échéance représente la date à laquelle le titre arrive à échéance. La fréquence est le nombre de versements d'intérêt annuels, 1, 2 ou 4. Base est choisie dans la liste d'options que vous connaissez. Et il y a un exemple, un titre a été acquis le 25 janvier 2001, le terme de l'échéance a été fixé le 15 du 11 2001. Les intérêts sont versés tous les semestres, fréquence égale 2, la base de comptage des jours est réelle sur 365. Voilà, nombre de jours exact dans le mois, année à 365, c'est le type, c'est la base 3. Quelle est la date du prochain coupon? Voilà. Elle vous donne la date du prochain coupon. Le suivant, la fonction suivante, on se retrouve à DB. Alors, DB, ça renvoie l'amortissement d'un bien pour une période spécifique en utilisant la méthode de l'amortissement décroissant à taux fixe. Donc, renvoie l'amortissement d'un bien durant une période spécifiée en utilisant la méthode de l'amortissement dégressif décroissant à taux fixe. On va voir DB. Calcul amortissement géométrique dégressif pour une période donnée selon un coefficient spécifié. Renvoie l'amortissement d'un actif durant une période spécifiée suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux double. Utilisez cette forme d'amortissement pour obtenir une valeur d'amortissement plus élevée au début de l'amortissement, à l'inverse de l'amortissement linéaire. La valeur d'amortissement diminue à chaque période en fonction des amortissements déjà retirés au coût initial. Alors le coût est le coût initial d'un actif, valeur résiduelle est la valeur résiduelle de l'actif après amortissement. Durée définie la période pendant laquelle un actif est déprécié. Période définit la durée d'une période. Vous devez saisir la période et la durée d'utilisation avec la même unité de temps. Le mois facultatif est le nombre de mois de la première année d'amortissement. Si l'argument est omis, ce nombre est 12. Et il vous donne un exemple. Du matériel informatique d'un coût initial de 25 000 unités monétaires doit être amorti sur une période de 3 ans. La valeur résiduelle à la fin de l'amortissement doit être de 1000 unités monétaires et chaque période dure 30 jours. Et là, bon, il vous calcule l'amortissement géométrique dégressif de l'équipement informatique, donc de 1075 unités monétaires. Le suivant, ce sera DDB. Voilà, on a DDB. Alors, DDB, lui, il renvoie l'amortissement d'un bien durant une période spécifiée
suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux double ou selon un coefficient à spécifier. Donc, renvoie l'amortissement d'un bien durant une période spécifiée, suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux double ou selon un coefficient à spécifier. Renvoie l'amortissement d'un actif pour une période donnée selon la méthode arithmétique dégressive. Utilisez ce type d'amortissement et non l'amortissement linéaire si une valeur d'amortissement initiale supérieure est requise. La valeur d'amortissement diminue avec chaque période et est généralement utilisée pour les actifs dont la perte de valeur est plus élevée peu après l'acquisition, comme les véhicules et les ordinateurs. Notez que la valeur comptable n'atteindra jamais zéro avec ce type de calcul. Alors le coût représente le coût de l'achat initial de l'actif. Valeur résiduelle définit la valeur résiduelle de l'actif en fin d'utilisation. Durée et le nombre de périodes, par exemple année ou mois, définition pour combien de temps l'actif doit être utilisé. Période définit la période pour laquelle la valeur doit être calculée. Facteur, c'est facultatif, représente le coefficient pour l'amortissement dégressif si l'argument est omis. Le coefficient attribué est 2. Et il vous donne un exemple. Du matériel informatique d'un coût initial de 75 000 unités monétaires doit être amorti mensuellement sur 5 ans. La valeur résiduelle doit être de unités monétaires et le coefficient est de 2. Ainsi, et vous calculez, on a l'amortissement dégressif à taux double pendant le premier mois avec après l'achat est de 1721,81 unités monétaires. Alors il y a aussi un durée AD, calcule la durée d'un titre à revenu fixe en année. Bon, ben ça je vais le voir, je vais regarder s'il y a, la prochaine c'est durée. Alors, durée, je ne sais pas s'il existe une autre fonction durée. Voilà. Il y a durée et durée modifiée. Il y a durée et durée modifiée. Alors je vais d'abord regarder durée. Durée, ça calcule la durée d'un titre avec des paiements d'intérêt périodiques. Calcule la durée d'un titre avec des paiements d'intérêt périodiques. Alors je vais regarder durée modifiée. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la durée de Macaulay modifiée d'un titre pour une valeur nominale considérée égale à 100 euros. À 100 unités monétaires. Hein. Bon, vous prenez prendre 100 unités monétaires. C'est pas forcément l'euro. C'est pas forcément l'euro ici. Donc renvoie la durée de Macaulay modifiée d'un titre pour une valeur nominale considérée égale à 100 unités monétaires. Alors maintenant, si je vais regarder durée, on a durée, ouais, durée add et durée modifiée. Là, il y en a 3. Alors, durée, calcule le nombre de périodes requises par un investissement pour atteindre la valeur souhaitée. Syntaxe, donc on a taux est une constante, le taux d'intérêt doit être calculé pour toute la durée, période, le taux d'intérêt par période est calculé en divisant le taux d'intérêt par la durée calculée. Le taux interne pour une annuité doit être saisi au taux divisé par 12. VA représente la valeur actuelle, la valeur au comptant et le dépôt d'espèces ou la valeur au comptant d'un revenu en nature. Une valeur positive doit être saisie comme valeur de dépôt. Le dépôt ne peut pas être nul ou négatif. VC représente la valeur attendue. La future valeur détermine la future valeur de dépôt souhaitée. Exemple, pour un taux d'intérêt de 4,75%, une valeur au comptant actuelle 25 000 unités monétaires et une valeur future de 1 million d'unités monétaires résulte une durée de 79,49 périodes de versement. Le paiement périodique est le quotient obtenu à partir de la valeur future et la durée donc de 1 million divisé par 79,49 égale 12 850,20. Alors ici, ils expliquent aussi la durée modifiée.
La durée modifiée calcule la durée de Macaulay modifiée d'un titre revenu fixe en année. Et là, on a besoin toujours du terme qui est la date d'achat du titre. L'échéance représente la date à laquelle le titre arrive à échéance. Coupon représente le taux nominal annuel de l'intérêt. Taux d'intérêt du coupon. Rendement représente le rendement annuel du titre. Fréquence est le nombre de paiements d'intérêt par an, 1, 2 ou 4. Et base, vous connaissez. Hein. Et alors, il vous donne un exemple. Un titre a été acquis le 11 janvier 2001. Le terme de l'échéance a été fixé au 1er janvier 2006. L'intérêt nominal est de 8%. Le rendement s'élève à 9%. Et les intérêts sont versés toutes les semaines. Fréquence égale 2. La base de comptage des jours est réelle, divisé par 365, c'est-à-dire la base 3. Quelle est la durée modifiée? La durée modifiée renvoie 4,02 années. Alors, je vous avais dit qu'il y avait durée AD aussi. Alors, la durée AD calcule la durée d'un titre à revenu fixe en année. Les fonctions dont les noms se terminent par AD renvoient les mêmes résultats que les fonctions Microsoft Excel correspondantes. Pour obtenir des résultats conformes aux normes internationales, utilisez les fonctions sans underscore AD, par exemple les fonctions no semaine. Calcule le numéro de la semaine d'une date donnée conformément à la norme internationale ISO 8601, alors que la fonction no semaine underscore add renvoie le même numéro de semaine que Microsoft Excel. Syntaxe, terme est la date de l'achat du titre. Échéance est la date à laquelle le titre arrive à échéance. Coupon est le taux nominal annuel. Taux d'intérêt nominal. Rendement représente le rendement annuel du titre. Fréquence est le nombre de versements d'intérêt par an, 1, 2 ou 4. La base, bon, vous la connaissez. Et alors, il vous donne un exemple, encore une fois. Je vais vous montrer l'exemple. Un titre a été acquis le 1er janvier 2001 et le terme est fixé au 1er janvier 2006. L'intérêt nominal est de 8%. Le rendement s'élève à 9% et les intérêts sont versés tous les semestres. Fréquence égale 2. La base de comptage de jours est réelle, base égale 3. Quelle est la durée modifiée? Durée add. Il va vous calculer. Ah, ils n'ont pas mis la réponse ici. On met les dates. Voilà. 1er janvier 2001, 1er janvier 2006, 0,08%. On met les 9%. On met le 2 et le 3, la base et le type. Le type et la base. À mon avis, ils n'ont pas mis la réponse. Bon, il faudrait que je le calcule, mais bon, ils n'ont pas mis la réponse. Le suivant. Durée modifiée, je l'ai fait. Intérêt hack. Alors, je suppose que dans intérêt hack, il y en a deux. Alors ça tout de suite. Oui, il y a hack et hackmat. Intérêt hack et intérêt hackmat. Alors, l'intérêt hack renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu périodiquement. Renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu périodiquement. Alors que l'autre, hackmat, hackmat, c'est renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu à échéance. Donc elle est perçue à échéance. Donc renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu à l'échéance. Donc ici, je ne sais pas si on a intérêt hack. Oui, et intérêt hackmat. Ils sont tous les deux là. Alors, renvoie l'intérêt échu ou intérêt accumulé d'un titre versement périodique des intérêts.
Alors, émission est la date d'émission du titre, premier intérêt est la première date d'intérêt du titre, terme est la date à laquelle les intérêts accumulés jusque-là doivent être calculés, taux représente le taux nominal annuel de l'intérêt, taux d'intérêt du coupon, cote est la valeur nominale du titre, fréquence est le nombre de versements d'intérêt par an, 1, 2 ou 4, base est choisie, comme vous connaissez, et il y a un exemple, un titre est émis le 28 février 2001, le premier coupon est daté du 31 du 8 2001, la date de liquidation est le 1 du 5 2001, l'intérêt nominal est de 0,1 ou 10%. La valeur nominale est de 1000 unités monétaires, les intérêts sont versés tous les semestres, fréquence égale 2, la base est la méthode américaine, 0, montant des intérêts à échoir, il va renvoyer 16,944. Et intérêt ACMAT, c'est l'émission et la date d'émission du titre, terme et la date à laquelle les intérêts accumulés jusque-là doivent être calculés, taux est le taux annuel nominal de l'intérêt, taux d'intérêt du coupon, cote est la valeur nominale du titre, base, vous la connaissez, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Et il vous donne un exemple, un titre est émis le 4, 1 du 4 2001, la date de liquidation est le 15 du 6 2001, l'intérêt nominal est de 0,1 ou 10%, la valeur nominale est de 1000 unités monétaires, la base comptage des jours est réel, c'est-à-dire 3. Montant des intérêts à échoir, il va vous renvoyer 20,54. La fonction suivante, après ACMAT, c'est int pair. Alors, int pair, ça calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée. Calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée, fondé sur des paiements périodiques et constants et un taux d'intérêt stable. Fondé sur des paiements périodiques et constants et un taux d'intérêt stable. Ça, c'est int pair. Allons voir int pair. Intérêt cumulé calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée sur la base de paiements réguliers et un taux d'intérêt constant. Où le taux définit le taux d'intérêt périodique, période définit la période pour laquelle les intérêts cumulés sont calculés, période NPM si les intérêts cumulés sont calculés pour la dernière période. NPM représente le nombre total de périodes durant lesquelles l'annuité est payée. VA définit la valeur au comptant actuel dans l'ordre de paiement. VC facultatif définit la valeur finale, future après échéance des périodes. Type définit l'échéance des paiements périodiques. Et il vous donne un exemple. Le taux d'intérêt constant est de 5%, la valeur au comptant actuel de 15 000 unités monétaires et la durée de remboursement périodique s'étend sur 7 ans. Montant des intérêts de la 5e période, année, un pair, voilà, il va vous renvoyer 352 unités monétaires, 97. Alors, NB coupon. Le prochain, c'est NB coupon. Non, je m'excuse. Avant, il y en a encore un, c'est IIS. ISPMT. Avant NB coupon, il y a ISPMT. Bon, c'est pas celui-là, je me suis trompé. ISPMT. Renvoie les intérêts pour un emprunt en remboursement linéaire. ISPMT. Calcule le niveau d'intérêt de paiement
à amortissement fixe. Alors, taux détermine le taux d'intérêt périodique, période représente le nombre d'amortissements pour le calcul des intérêts, et période totale représente le nombre total de périodes d'amortissement. Investissement représente le montant des investissements. Il vous donne un exemple, pour un crédit d'un montant de 120 000 unités monétaires sur 2 ans, avec remboursement mensuel à un taux d'intérêt de 12%, le montant des intérêts après 18 mois est recherché. Alors, il va vous retourner l'intérêt mensuel après 1,5 année se monte à 300 unités monétaires. NB, je vais voir les NB coupons. Bon. Alors NB coupon, on a NB coupon, NB jour coupon précédent, NB jour coupon suivant, NB jour coupon. Ouais. Donc NB coupon, c'est tout simplement, il calcule le nombre de coupons entre la date de liquidation et la date à l'échéance. Il calcule le nombre de coupons entre la date de liquidation et la date d'échéance. Alors que il y a NB coupon précédent, donc calcule le nombre de jours entre le début de la période de coupon et la date de liquidation. Ça, bon, ça c'est précédent, donc nombre de jours coupon précédent, calcule le nombre de jours entre le début de la période de coupon et la date de liquidation. Alors, si on veut regarder le nombre de coupons suivant, nombre coupon suivant, calcule le nombre de jours entre la date de liquidation et la date du coupon suivant, la date de liquidation. Donc, calcule le nombre de jours entre la date de liquidation et la date du coupon suivant, la date de liquidation. Et nombre de jours coupon, nombre de jours coupon, le voici. Voilà, affiche le nombre de jours pour la période de coupon contenant la date de liquidation. Donc, nombre de jours coupon affiche le nombre de jours pour la période du coupon contenant la date de liquidation. Donc, on retrouve nombre de jours NB coupon, renvoie le nombre de coupons entre la date de liquidation et la date d'échéance. Voilà, on a NB coupon, calcule le nombre de coupons paiement d'intérêt entre la date de liquidation et la date d'échéance, terme et la date d'achat du titre, échéance représente la date à laquelle le titre arrive à échéance, fréquence, le nombre de reversements d'intérêt par an, base, vous mettez 0, 1, 2 ou 3 ou 4 suivant la base de calcul. Et un exemple, un titre a été acquis le 25 janvier 2001 et le terme à l'échéance a été fixé au 15 du 11 2001. Les intérêts sont versés tous les semestres, fréquence égale 2, la base de comptage des jours est réelle, divisé par 365, voilà, c'est-à-dire la base 3. Quel est le nombre de coupons? Et là, il vous sort renvoi 2 en fonction des données qui ont été rentrées. Alors, si on regarde le nombre de coupons précédents, on a toujours la même chose, terme, échéance, fréquence, base, c'est la même chose. Un titre a été acquis le 25 janvier 2001 et le terme d'échéance est fixé au 15 du 11 2001. Les intérêts sont versés tous les semestres, fréquence est égale 2, c'est le même exercice. Voilà, ici, quel est le nombre de jours? La base de comptage des jours est réelle sur 165, quel est le nombre de jours? Il renvoie 71. Nombre de jours coupon, c'est la même chose. Là, il vous donne un exemple et il renvoie 110. Combien de jours y a-t-il
jusqu'au prochain paiement des intérêts, 110. Voilà. Et il restait, bien sûr, nombre de jours coupons, c'est la même chose, on rentre la même chose. Un titre a été acquis le 25 du janvier, le terme d'échéance est fixé au 15 du 11 2001, les intérêts sont versés tous les semestres, fréquence égale. La base de constance des jours est réelle sur 365. Combien de jours y a-t-il dans la période de coupon? Il vous renvoie 181 jours dans la période de coupon. La fonction NPM. Renvoie le nombre de paiements d'un investissement à versement régulier à taux d'intérêt constant. Donc NPM calcule le nombre de paiements pour un investissement donné. NPM, période de paiement, calcule le nombre de périodes de paiement pour un investissement sur la base de paiement régulier et d'un taux d'intérêt constant. Calcule le nombre de périodes pour un investissement sur la base de paiement régulier et d'un taux d'intérêt stable. Taux définit le taux d'intérêt périodique. VPM représente l'annuité constante payée pour chaque période. VA représente la valeur actuelle. VC représente la valeur future. Et type représente la date de paiement qui est facultatif, bien sûr. Et on a un exemple, le taux d'intérêt périodique est de 6%. Les remboursements périodiques s'élèvent à 193,75 unités monétaires et la valeur au comptant actuel de 2600 unités monétaires. Nombre de périodes de remboursement pour la durée de paiement, 12,02. La période de paiement couvre 12,02 périodes. Voilà. Et je m'arrêterai ici pour voilà, la première partie des fonctions financières. Je vous remercie.